Je suis Éric Ardin, libraire sur Saint-Quentin-en-Yvelines, la librairie Le Pavé du Canal. Ma sœur, directrice de la librairie, qui est là et qui va m'assister. Donc, et on est tout à fait heureux donc, de participer à ce café littéraire, maintenant qu'on a retrouvé tous nos auteurs. Presque. Voilà. Alors je voulais commencer quand même avec un petit hommage à Michel Tournier qui nous a donc quittés récemment et qui était quand même le parrain de l'Iranval, qui depuis combien de temps était 16 ans, c'est la 16e année. La 16e année. Alors peut-être parler tout de suite du panneau. Oui, bien sûr. Ah, venez, il faut un micro quand même. Je vais prendre la place de Pascal Folliot pendant 30 secondes. Oui, en fait, donc nous avons été très tristes quand, en ce jour de janvier, l'AFP m'a appelé pour m'annoncer le décès de Michel Tournier. Michel Tournier avait 91 ans. Alors, il faut savoir qu'il n'avait plus vraiment envie de vivre. En fait, il se sentait un peu là. Mais pour nous, ça a été vraiment très triste. Il était notre parrain depuis la première année. C'est lui qui nous a encouragés à monter ce salon et surtout ce prix littéraire, puisqu'il avait à cœur de rencontrer les lecteurs. Il aimait beaucoup parler avec les enfants de leur lecture et il aimait leur raconter des choses. C'était un très très grand conteur et il venait systématiquement chaque année sur le salon jusqu'en 2007. En 2007, il a eu une fracture du cône fémur, donc là, ça s'est un petit peu, il a été un petit peu affaibli, mais malgré tout, il revenait quand même de temps en temps. Et puis c'est nous qui allions à sa rencontre aussi dans son joli presbytère, entouré d'un jardin magnifique. Et enfin magnifique, qui lui tenait surtout énormément à cœur. Le jardin était un thème très très cher à Michel Tournier. Et on est encore plus ému de savoir que Michel Tournier est décédé alors qu'il s'agissait du thème du jardin. Voilà, mais Michel Tournier, bien sûr, restera toujours notre parrain. Pour nous, c'était quelqu'un d'exceptionnel, vraiment un immense écrivain. Et donc, j'ai demandé aux auteurs de l'Iranval, qui ont assisté à l'Iranval depuis plusieurs années, de nous écrire quelques mots. Et pour certains, ça a été quelques lignes, pour certains, plusieurs lignes. Et vous pourrez lire tous ces petits messages sur la compilation que nous avons fait derrière. Voilà, donc Michel Tournier, Duthier, un très très grand merci. Et puis ce salon restera encore, bien sûr. Oui, d'autant plus que Michel Tournier a toujours dit que ce qui l'intéressait le plus, c'était la littérature en direction des enfants. Oui. Et que donc, malgré le fait qu'il ait eu le prix Goncourt pour son roman adulte, c'était la littérature enfantine qui l'intéressait le plus. Oui, et il aimait dire d'ailleurs qu'il n'écrivait jamais aussi bien que quand ses textes pouvaient être lus par la jeunesse. Alors je voulais demander à chacun des auteurs, vous allez vous présenter au fur et à mesure, de dire un peu vos rapports avec Michel Tournier, d'abord à Didier Decoing, voilà. Avec Michel Tournier, ce qu'il évoque pour vous, et les rencontres, et Didier Decoing, je sais que vous le connaissiez très très bien. Je le connaissais bien parce que c'était un voisin de table à l'Académie Goncourt. Alors on a dit de Michel Tournier que c'était le plus grand auteur français vivant, c'était vrai, que c'était un photographe émérite, c'était vrai. Ce qu'on n'a pas dit, parce que c'est un visage peut-être de Michel qu'on connaît mal, sauf que les gens d'ici, vous devez le savoir, c'était un homme qui avait un charme déferlant. Il était d'abord extrêmement drôle. Il faut savoir qu'à un moment, à l'Académie Goncourt, nous décernions un prix du livre, vous en parliez, un prix du livre pour enfants, bon, c'était des albums illustrés, et c'était à Michel de faire la sélection. Et donc il arrivait chez Drouan, et il étalait sur la table des livres, le petit papillon affolé, la coccinelle amoureuse, enfin, c'était des choses pour bébé, et alors il nous vendait ça, comme s'il s'agissait du roman qui devait avoir le prix Goncourt, avec une énergie, un enthousiasme, il les avait jusqu'au bout. Vous avez lu ce petit papillon, et ce petit papillon, quand il butine la prime vert, il est extraordinaire, ce petit papillon. Bon, finalement, on votait, mais nous, ça ne nous semblait pas très sérieux. Pour lui, c'était quelque chose de très sérieux. Et l'autre chose où il m'a vraiment fait rire,
je continue d'y penser au moins une fois par an, c'est que Michel détestait, haïssait le mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi il ne l'aimait pas. Et donc ce grand truc, c'était, voilà. tu sais, un jour, on était à Nancy, on marchait dans une rue, il dit, tu sais, je crois qu'il faut qu'on prenne la décision, on va supprimer le mois de janvier. Et je lui dis, mais si tu supprimes le mois de janvier, après il y a le mois de février. Oui, mais il ne s'appellera pas janvier, il s'appellera février. Oui, mais Michel, il va prendre la place du mois de... Il n'y aura plus que 11 mois, ça ne va pas marcher. Mais enfin, tu manques de courage. Il y a des gens qui ont des idées beaucoup plus farfelues que ça. Moi, je te dis que nous rentrons à Paris. Demain, c'est dimanche à Paris. Lundi, on se voit et on décide qu'on supprime le mois de janvier. On fait un référendum. Moi, je suis sûr que les gens seront d'accord. C'est un mois hideux. C'est un mois qui ne sert à rien. Alors, c'était tout Michel. Est-ce que vraiment il détestait le mois de janvier? Je ne l'ai jamais su. Mais il se trouve qu'il est décédé au mois de janvier. Voilà. C'est quelqu'un que j'adorais. Voilà. Donc, je l'ai lu, comme vous tous. Je suis assez proche. Je suis par sensibilité assez proche de Michel Tournier parce que par l'usage qu'il fait des mythes, on a participé avec quelques amis, dont Frédéric Tristan, à un mouvement qui s'appelait La Nouvelle Fiction, et il aurait pu absolument en être, peut-être c'était une figure emblématique. L'usage des mythes, le réalisme, il a deux tendances, ou bien il va tomber dans l'autofiction, c'est pas toujours, ou bien il s'élève au mythe, et Michel Tournier nous a donné de très beaux livres comme ça. Aussi, je resterai un lecteur de son œuvre, toujours. Comme de celle de Georges-Louis Borges et quelques autres. Pascal. Pardon, oh là là. On vous confond tout le temps. On vous confond, allez. Voilà. Moi j'ai lu Michel Tournier, ça a été important pour moi, mais je l'ai lu il y a assez longtemps, donc il reste surtout une trace. En tant que conteur, c'était une famille, comme on dit, c'était un conteur, un vrai conteur. Et il y a une synchronicité assez amusante parce que vous nous aviez dit qu'on allait prendre le café avec lui normalement aujourd'hui. Je me faisais une grande joie. Et au moment où j'ai appris son décès, j'étais en train de lire un livre de Robert Bly où il dit que quand un être humain est privé de tigres et de cascades, il risque de mourir. Et je me suis dit que c'était en même temps et que c'était un très bel hommage à Michel Tournier. Voilà, ce qui me reste surtout, c'est Vendredi, ce livre de Vendredi. Moi, quand je l'ai lu, j'étais assez jeune et ça m'a beaucoup accompagné. Et c'est vrai que je suis un adepte du câlin aux arbres et ça m'a fait plaisir de voir un auteur qui faisait pareil. Voilà. Merci. Alors, Pascal. Moi, ce que j'ai surtout admiré, bien sûr, c'est le conteur et aussi le recycleur de mythes, parce que je suis très sensible à cette métamorphose continuelle des mythes, mais bien sûr qui doit s'opérer à travers des auteurs de génie qui sont capables de les transposer, de les faire revivre. Et puis bien sûr aussi la dimension de poète, d'amoureux des mots, de la langue, et de la musicalité de la parole, parce que ça pour les conteurs aussi c'est quelque chose de très important, c'est que en fait on découvre que la parole n'est que musique. On ne parle qu'avec des sons et des rythmes, et voilà. Donc il y a cette sensibilité-là qui est assez développée et qui fait qu'on devient amoureux d'un auteur par non seulement les images de son écriture, mais aussi la musicalité. Alors après les conteurs, ça va être au tour des traducteurs. Je n'ai pas forcément un avis autorisé de grands critiques littéraires par rapport à Michel Tournier. Je l'ai lu, c'était évidemment un des grands auteurs du XXe siècle. Et moi, c'est plutôt personnel, c'est le premier livre que j'ai lu en français. Je ne suis pas français, comme vous l'entendez à mon accent. C'était justement Vendredi. C'est parce que je vais avoir du micro là. Mais le premier livre, j'avais 20 ans quand je suis arrivé en France, c'était Vendredi justement. Et
mon français était à l'époque assez... je l'ai lu avec un grand plaisir, une grande facilité. Mais moi, je pense évidemment au jardin, à la sensibilité qu'il avait pour le jardin, pour les lieux. Je crois qu'il y a un petit livre qui s'appelle Lieu dit, peut-être qui m'avait beaucoup plu pour cette sensibilité. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question du génie du lieu, de ce qu'on appelle l'esprit du lieu, dans le langage un peu courant. Et cette sensibilité que nous avons parfois vis-à-vis des lieux, qui devient presque la réalité personnifiée. Et je l'ai entendu parler de plantes, d'arbres de la même manière, avec toujours cette sensibilité pour les plantes pour être vivantes, en réalité organique mais vivante. Alors, donc, du coup, bien sûr, il y a les grands écrivains, il y a la dimension littéraire, il y a aussi cette dimension-là, à mon avis, Et est-ce que je fais, tout simplement. Est-ce que vous savez si Michel Tournier a été traduit en cerveau-croate? Sans doute. Je n'ai pas fait de recherche, mais j'aurais pu. Alors, quand je dis, moi je suis sûr que ça a été traduit en anglais, mais que pense la traductrice? Alors, je ne sais pas, parce que moi je traduis vers le français, donc Michel Tournier, je l'ai lu en français. Je ne me suis pas amusée à le lire en anglais. Mais ça remonte, pour moi, ça remonte, c'est associé à l'enfance. Michel Tournier, c'est un auteur que j'ai lu vraiment, je ne sais pas à quel âge, mais adolescente ou même peut-être avant l'adolescence. Donc c'est pas les limbes du Pacifique, mais c'est les limbes de l'enfance. D'ailleurs, ça serait intéressant de le relire adulte, parce que sans doute que je redécouvrirai complètement. J'en ai un souvenir assez lointain en fait. Est-ce qu'une libraire veut dire un mot sur Michel Tournier, en dehors du fait que nous avons vendu énormément de ses livres et nous continuons à les vendre, puisqu'ils continuent à être lus au niveau des collèges. Vendredi de la vie sauvage est toujours lu, et Les Rois Mages aussi. Donc c'est toujours un écrivain dans le catalogue des instituteurs et des institutrices. Bien. Alors, on va essayer de parler des jardins à travers vos différents romans et les livres que vous avez traduits ou que vous avez comptés. Et je voudrais commencer quand même par Didier Decoing, qui, en lisant votre livre, j'ai été très intéressé de voir que les uns et les autres vous parlez de jardin dans différents termes, vous abordez ça de différentes façons, et on a parlé également des vergers. Mais j'ai vu que vous aviez mis un peu en avant un auteur qu'on connaît moins bien, qui pourtant a écrit sur Versailles, les jardins de Versailles. Louis XIV aurait écrit un bouquin sur la manière de montrer les jardins de Versailles. Alors comment est-ce qu'un roi peut parler des jardins et de quelle façon? Ça prouve d'abord qu'il aimait son jardin de Versailles. Bien sûr, c'est celui de l'autre, mais il avait beaucoup travaillé le concept du jardin. Moi, ce qui m'a touché, c'est le roi Soleil, c'est tout sauf la modestie. Mais là, sur son guide, Comment visiter les jardins de Versailles, il y a une sorte d'humilité. Il vous prend par la main, il prend le lecteur par la main, et il lui dit, ben voilà, vous commencez par vous tourner de tel côté, et puis ensuite vous marchez dans telle allée, vous vous arrêtez à tel endroit. C'est vraiment le texte de quelqu'un. Quand on a un jardin, on adore le montrer aux gens, même s'il est piteux, même s'il est défleuri, même s'il n'est vraiment pas dans son état de lumineux. Et on a une tendresse pour en parler, comme quand on parle d'un bébé. Et Louis XIV, il est dans ce très court texte, c'est ça. Moi, ça m'avait vraiment frappé. C'est un autre visage de Louis XIV. C'est le seul moment de sa vie où j'ai trouvé l'homme, non plus le roi Soleil. Et à l'inverse, à un autre endroit, vous parlez de Georges Brassens et du jardin de la Belle Hélène. Donc, alors là, c'est vraiment l'autre extrême. Oui, parce que c'est une chanson ravissante. Quand cette jeune femme que les trois capitaines auraient trouvée vilaine, il dit oui, mais sous la robe d'Hélène, il y avait les jambes d'une reine. Et ça aussi, c'est de l'ordre du jardin, parce que quand vous voyez un jardin en hiver, on en sort là, alors maintenant c'est fini, c'est le printemps, il commence à être chatoyant nos jardins. Mais quand on voit le jardin en hiver, c'est moche quand même, il n'y a pas grand chose. Il y a de la terre, il y a de temps en temps une espèce de tige sèche qui sort ici ou là, une herbe. Et c'est les jambes d'Hélène. Elles sont cachées sous une robe de laine, en l'occurrence une robe de glaise. Moi, c'est une chanson qui me frappe.
qui m'a toujours ému parce que j'ai pensé que c'était la chanson à laquelle on devrait toujours se référer quand on voit quelqu'un en face de soi et qu'on se dit, a priori, je l'aime pas. On peut avoir un mouvement de sympathie ou un mouvement au contraire. Et il faut bien se rappeler cette chanson. Si je creuse un peu, si je soulève la jupe de laine, je vais peut-être voir les gens du grain. C'est voilà pour le cœur, hein, évidemment. Pas seulement pour les gens. Et c'est une chanson de jardinier, je trouve. De jardinier? De jardinier. Ah oui. Le Brassens, c'est une tête de jardinier. Ah oui. Donc là, vous êtes passé de Louis XIV au jardinier Oui. sans problème. Ah oui. Mais est-ce qu'il faut être riche pour avoir un jardin? Il faut être riche, il faut avoir le cœur riche, c'est sûr. L'argent, non, c'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez faire un jardin simplement avec des fleurs des champs, vous allez chercher des pissenlits, des reines marguerites. Non, absolument pas. Moi j'imagine pas du tout un jardin somptueux, c'est pas ce qui m'émeut. Les jardins qui m'émeuvent le plus sont les jardins d'abord il y a un projet. Où on sent que le jardinier, celui qui l'a conçu, qui l'entretient, a voulu dire quelque chose. Parce qu'un jardin, j'ai appris ça, moi je n'étais pas jardin, je ne suis pas né dans un jardin. C'est ma femme qui m'a appris ce qu'était un jardin et le langage du jardin. Et j'ai découvert qu'il y avait une grammaire, qu'il y avait une syntaxe, et qu'on pouvait lire un jardin comme on lisait un livre. C'est la même chose. Et celui qui a écrit le jardin, le jardinier, qui a poétisé le jardin, car tout jardinier est un peu poète, à ce moment-là, oui, ce sont la démarche est la même. Je dis dans le livre que j'ai découvert ce qu'était tout d'un coup le jardinier en travaillant sur mes livres. Quand je travaille sur un livre, mon obsession c'est de le rendre mon écriture la plus transparente possible, la plus accessible. Donc je passe mon temps à gommer, à enlever, à épurer. Et qu'est-ce que fait le jardinier dans son jardin? Je vois mon épouse, elle marche avec son sécateur à la main, et elle passe son temps à couper des trucs, à enlever, à rendre le jardin plus transparent, plus lisible. Et la démarche de l'écrivain et la démarche du jardinier, dans le fond, c'est la même. La seule différence, c'est que le jardinier met des bottes à cause de la boue et que l'écrivain est souvent en charentaise. Mais sinon, c'est la même chose. On a la petite touche dilette sur l'ordinateur et le jardinier a le sécateur. Mais dans les deux cas, on cherche l'essentiel. On cherche le cœur battant, on cherche la vérité. Le rayon primal qui est enfoui dans le jardin, qui est enfoui dans le texte. Alors là, vous ouvrez le chemin ouvert à Dade quand même, parce que là, c'est le boulevard est ouvert, ce qui vient d'être dit sur le travail du jardinier, sur les intentions. Ça me ramène vraiment à votre livre, d'abord par une très très belle écriture, et puis également la façon de vous parler de ce jardin au Japon, qui est absolument superbe, et que je crois que Roxane comme moi, nous avons adoré. Effectivement, ce roman est un roman où il y a plein de styles différents, où on retrouve la beauté, on retrouve la laideur, on retrouve la paix, la guerre, l'intemporalité. Et puis, pour moi, c'était un roman où il y avait souvent le nombre 3, parce que d'abord, par sa position sur l'île d'Atora, vous avez le bas, qui est l'endroit laid, qui est l'endroit moderne, où il y a les entrepôts, les pylônes, et puis d'où va venir la catastrophe. Vous avez le milieu, où il y a la maison de la dame Iso. Et puis vous avez le haut, avec le lac, avec les forêts de bambou, avec la nature préservée. Vous avez le chiffre 3 aussi dans les 3 personnages principaux, Matabei qui est le héros. Vous avez le vieux jardinier Ozaki. Et puis vous avez Ion qui nous a bien fait rire, l'apprenti qui va transmettre l'œuvre des 2 maîtres précédents. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'action se déroule entre 1995 où il y a eu le tremblement de terre à Kobe, et puis le cataclysme de Fukushima qui va dévaster les 2 premiers étages du Japon éternel, enfin du Japon moderne et intemporel. Le jardin, c'est la parenthèse. Oui. C'est le moment.
c'est cette parenthèse, c'est le moment, ce moment qui est la vie. Au fond, quand on parle du jardin, c'est une allégorie, le jardin. C'est un jardin d'écriture. J'ai écrit un livre sur la peinture qui s'appelle Le Jardin des Peintres, où c'est une sorte d'histoire de la peinture à travers le motif du jardin. Mais dans la littérature aussi, et on pourrait assembler tout un... Et d'ailleurs, c'est ce que je fais, de romans, de livres, où le jardin, c'est l'allégorie de l'homme, de l'âme, du cœur, de la vie, entre le microcosme et le macrocosme, c'est le lieu. C'est évidemment avec en perspective l'Éden. Et puis, pourquoi le Japon? Parce que pour moi, c'est advenu comme ça, bizarrement. Alors que j'étais parti plutôt en Haïti, où il y a eu ce séisme, et un an après le séisme, et je me suis retrouvé à Paris, avant d'aller au Japon, et j'ai écrit ce roman autour d'un jardin qui est le lieu d'écriture. Mais c'est tout. En demeurant, il m'arrive de cultiver mon jardin. Oui. Ça m'est arrivé d'avoir des jardins à certains moments de ma vie. Quand j'étais tout enfant, arrivé à Ménilmontant de Tunisie, avec ma famille dépossédée, on se retrouvait dans une cour du boulevard de Ménilmontant, et j'avais 3 ans, je crois, et il y avait entre les pavés quelques petites... il y avait une sorte de vigne et des herbes qui poussaient. Je me souviens, j'étais enfant, c'était mon jardin, je le surveillais de près. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire sur les jardins. Et les intentions quand même sur le jardin? Vous parliez tout à l'heure du 3e niveau, mais dans le jardin japonais, le propre du jardin japonais, c'est de n'être pas en autarcie isolée. Le jardin japonais vit avec le paysage. Donc, il y a la capture du paysage qui est essentielle dans le jardin japonais. C'est-à-dire que lorsqu'on aménage comme ça des lieux parfois un peu labyrinthiques, et tout d'un coup, il y a une perspective, et cette perspective est inclue dans la pensée du jardin. Le jardin japonais, c'est vraiment un jardin de pensée. Et les montagnes appartiennent au jardin, si petit soit-il. Après, j'ai écrit un roman sur un haïkiste. C'est le vide. Justement, le vide, c'est la notion essentielle. C'est la palpitation entre les positions. C'est l'intervalle. C'est ce qui fait que l'univers existe. S'il n'y avait pas le vide, il n'y aurait pas de monde. Il n'y aurait pas de lumière. Là, il s'agit d'un vagabond, d'un moine vagabond qui est le dernier grand haïkiste, Santoka, Taneno Santoka. Et pour lui, qui va marcher tout le temps d'un monastère dans les montagnes, il n'a que des jardins. Qu'est-ce que c'est marcher dans les montagnes, c'est avoir affaire à chaque tournant à un nouveau jardin. Enfin, c'est quand même moins élaboré que le jardin chez David. Oh, dans sa tête, non. Oui. Où le jardinier passe sa vie à tailler, à rectifier. Par le regard, on peut créer des jardins magnifiques. À travers évidemment le haïku, à travers la pensée, en l'occurrence d'un moine zen. J'ai été extrêmement, comment je peux dire, vous avez dû faire un travail énorme sur la faune, la flore du Japon. Parce qu'il y a des noms d'oiseaux que je ne connais pas, il y a des noms d'arbres, les chênes bleus, j'arrive pas à imaginer. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme... des lespédaises, Mais vous savez... Des fleurs de corette... Ça peut faire sourire mes amis auteurs, là. Parce que tous les écrivains sont des encyclopédistes vagabonds. Bon, des choses arrivent, adviennent. Il y a une grande... On vit avec parliez de synchronicité. La synchronicité, elle fait partie du travail d'écriture. C'est tout d'un coup, il y a plein de coïncidences, de choses qui... Puisqu'on travaille dans les signes, donc on est concentré sur les signes, nécessairement, plein de coïncidences vont avoir lieu de bon augure.
qui nous permet de continuer le travail. Mais venant d'une autre culture, c'est quand même difficile. Vous voulez dire comment un Tunisien, il va on me l'a dit déjà. On l'a dit, oui. Mais comment, je veux dire, s'en imprégner à ce point-là et l'écrire aussi bien, parce que c'est vraiment un texte magnifique. Vous écrivez de façon très précise, avec très foisonnant. Parce que quand on se focalise par la sensibilité sur un univers qui vous trouble et qui vous émeut, eh bien, nécessairement, s'il y a de la tension et de la... poétique, une tension poétique, eh bien, et si on prend le temps, eh bien, il peut advenir quelque chose. C'est pas toujours, même dans son propre travail. Vous savez qu'on écarte des textes, on a dit tout d'un coup, eh bien, ça y est, il y a la résonance, tout va bien, il y a le phénomène de synchronicité. Et pour ce livre, voilà, ça s'est bien passé. Alors, après l'idée de quoi, vous avez souligné le fait qu'il fallait penser son jardin, avoir un projet, des intentions. Vous avez introduit également la notion de vagabond et de vagabondage. Alors ça m'amène à Marco, hein, qui m'a un peu épaté, parce que là, dans la traduction que vous faites de ce roman, il y a quand même un propriétaire qui pousse son envie d'avoir son jardin à l'extrême, puisqu'il va jusqu'à payer l'ermite vagabond à l'intérieur pour rester sur sa propriété, et donc il embauche un ermite dans son jardin. Ça, c'est pas une invention littéraire, ça. Ah oui, ça oui, pourrait l'être, hein, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment une pratique pas très répandue en Angleterre au XVIIIe siècle, par des grands propriétaires de jardins, de parcs, en fait, qui avaient des ermitages dans les jardins. L'ermitage dans les jardins, c'est une pratique assez ancienne. Il y en a déjà dans la Villa d'Adrien, à Rome, à côté de Rome, des lieux vraiment dans les jardins. Déjà, le jardin est un lieu isolé, un peu une sorte d'île. Et dans ce lieu assez isolé du monde, souvent, il y a des lieux encore plus isolés, des ermitages. Donc. Et en plus, donc, au XVIIIe siècle, certains propriétaires de jardins, comme Charles Hamilton, qui est le héros entre guillemets de texte de ce livre, a embauché un pauvre homme, en fait, hein, un homme assez pauvre qui avait besoin de travailler, pour qu'il joue le rôle de l'ermite, en fait. Donc c'était vraiment du théâtre. En fait. Il devait vraiment s'habiller comme un ermite, se laisser pousser les cheveux, ne pas se couper les ongles, aller habiller, enfin il s'habillait de quelques chiffons, et se promener dans le jardin, dans le parc. Et comme ça, de temps en temps, le propriétaire du jardin et ses invités voyaient déambuler ce personnage qui devait évoquer donc toute la dimension solitaire du jardin, et aussi cette recherche spirituelle qui est associée à l'ermitage. Donc on reprend vraiment la tradition de l'ermitage. C'est dommage que mon ami Sylvain Hilaire ne soit pas là, parce que lui il travaille à Port-Royal de Champs, qui est un des hauts lieux de cette tradition de l'ermitage. C'est un voisin. Et parce que oui, c'est un lieu qui était... voilà, c'est pas uniquement le jeu, c'est pas uniquement des Anglais excentriques qui ont fait ça, quoi. Mais la dimension de l'ermitage dans les jardins, pour moi, elle est très importante. Je pense que, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut être jardinier, ermite pour être jardinier? Alors, en fait, pas vraiment. Le jardin, c'est aussi un lieu de socialisation, c'est un lieu à partager. Mais le jardin fait appel, j'ai l'impression, toujours à quelque chose, un peu un autre côté ermite, en fait. Se retrouver dans un jardin en face à face avec la nature, et donc du coup avec soi-même. Je pense que c'est un des moments essentiels de l'expérience du jardin pour tout le monde, pas forcément pour le jardinier philosophe ou pour les personnages dont il est question dans ce livre. C'est un des appels du jardin. Peut-être parce que le jardin nous pousse à sortir un petit peu du monde. Donc, le jardin, vous savez que le mot jardin dans toutes les langues occidentales désigne un lieu clos. Hortus, Garth, jardin, etc. Le paradeisos des Perses, le Paradeisaïsa, donc le premier jardin en fait. Tous ces mots désignent un lieu clos, un lieu isolé du monde qui l'entoure. Donc il y a cette tendance à l'enfermement, même si après il y a des ouvertures vers le paysage, vers l'extérieur, ouverture idéale à la limite, plus que paysagère aussi parfois. Mais donc il y a cet appel à l'enfermement, se retrouver dans un espace plus intime, avec la nature donc. Et donc voilà, c'est une des composantes essentielles du jardin. Et
Et ça, je répète, ça fait partie de l'expérience de chaque jardinier, de tout jardinier. Alors chaque jardinier, et là vous en soulignez un qui était un peu étonnant pour moi, parce que c'est plutôt en effet un auteur qui est grand auteur, hein, Samuel Beckett, puisque vous parlez de son jardin, et j'étais surpris d'apprendre qu'il aimait le jardinage, parce que je ne l'imaginais pas du tout comme ça à travers ses romans ou ses livres. En fait, il ne parle pas du tout de jardin. Ah non, pas du tout. Le seul jardin, à la limite, qu'on peut imaginer dans l'œuvre de Beckett, c'est l'arbre mort, l'arbre au milieu de la scène de En attendant Godot, qui est mort dans la première. Donc c'est quand même pas une image très réjouissante, très vitale du jardin. Quoique, voilà, c'est la question, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la vie enfin. Mais Beckett avait un jardin d'ailleurs que vous pouvez tous visiter et qui se trouve en Seine. C'est une des questions non, que en vous fait, on posez. se visite pas, enfin on peut le voir, mais ça se visite pas. Hein. Il y a en fait, je crois que c'est son ancienne femme de ménage qui habite toujours, qui a hérité de ce jardin, qui est dans un petit village de Seine-et-Marne, dont j'ai oublié le nom, mais il est dans le... Ussy-sur-Marne. Voilà, Ussy-sur-Marne, et qui est un peu isolé évidemment par rapport au petit village, déjà qui est au fin fond de la Seine-et-Marne. Mais pour Beckett, effectivement, c'était l'expérience de solitude. Dès qu'il pouvait, il s'échappait de la vie parisienne, de ses obligations littéraires, artistiques, la vie au théâtre, les répétitions, etc., pour se retrouver souvent tout seul dans ce jardin, parce que sa femme n'avait pas envie de le suivre, justement dans cet héritage un peu sinistre, et profiter à plein de cette solitude qui pour lui était paradisiaque. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on voit ce jardin, c'est un jardin très beckettien, quoi. Il y a vraiment, c'est très aride, il y a quelques arbres comme ça, il n'y a pas de fleurs. Ça renvoie une image un peu comme Césaire en fait, une image de l'humain confronté à la dureté de la vie en fait. C'est assez paradoxal pour un jardin. Et pourtant c'était un lieu de plaisir pour Beckett. Il n'en parle pas dans ses livres, donc c'est ce que je voulais dire au début, mais dans ses lettres. Si vous lisez la correspondance de Beckett, il y a pas mal de références par exemple au plaisir de s'acheter une brouette, s'occuper des poireaux, c'est vrai, on ne s'attend pas du tout à ce genre de plaisir très simple chez Beckett. Alors vous parlez des arbres, et c'est vrai qu'on imagine bien Godot attendant sous l'arbre et autres. Et je pense qu'en effet, lorsqu'on est dans un milieu fermé, enclos, on pense aux arbres. Et dans votre livre que vous avez traduit donc de l'anglais, alors là vraiment le verger et les arbres sont au centre de la préoccupation de cette personne qui passe son temps, 15 ans en prison au Pakistan en effet pour... voilà, vous avez raconté sur quoi et pourquoi le verger. Alors, je me substitue un peu à l'auteur, hein. Je n'ai pas écrit ce livre, je l'ai traduit, donc c'est pas moi qui l'ai imaginé, mais il m'a traversé. Vous avez rencontré l'auteur? Non, j'ai eu des contacts par mail, mais c'est un livre qui m'a... Quand on traduit, on peut avoir différents rapports au livre qu'on traduit. Moi, c'est un livre que j'ai énormément aimé et qui m'a... Quand je dis qu'il m'a traversé, vraiment, c'est-à-dire que c'était comme si un peu... l'anglais rentrait d'un côté et puis ça coulait ça recoulait en français mais de manière complètement fluide. Voilà. Oui, c'est l'histoire en fait d'un jeune homme au Pakistan, d'un milieu très pauvre, dans les montagnes du Pakistan, qui a été emprisonné pendant 15 ans. Je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'on l'apprend petit à petit dans le livre. Et quand il sort de prison, en fait, il a 29 ans quand il sort de prison, mais il est resté un peu adolescent parce qu'en fait sa vie s'est arrêtée quand il avait 15 ans et la première chose qu'il fait quand il sort de prison, c'est qu'il essaye de retrouver sa famille et donc de retourner dans cette maison dans la montagne où il vivait avec sa famille. Il se rend compte assez vite que la maison est occupée par d'autres gens, que sa famille n'est plus là, il ne sait pas ce qu'elle est devenue et il va attendre, non pas Godot, mais il va attendre longtemps dans ce verger en espérant retrouver quelqu'un, revoir quelqu'un. Et puis en plus il a un amour particulier pour ces arbres et ce verger qui était la source